pas les sambinos. Il y a la foi, il y a le moral. On espère que vous allez à merveille aujourd'hui parce que nous ici, ça roule. Je suis Christian. Et moi, Phèdre. Et ensemble, nous sommes CNP. Nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui afin de traiter de certaines circonstances qui minent nos cœurs et explosent encore et encore dans vos foyers, détruisant des couples Ou les empêchant de se former. Alors, quelle bombe allons-nous désamorcer aujourd'hui? Fait. La bombe du jour n'est autre que quelle est la Quelle est la quelle est la partie la plus complexe d'une relation? assumée avant ou après le après mariage? le mariage? Ouais. Proposé par Me, Christian. myself and I. Ouais. Quelle est la... Let's go. Ici, il est question justement de comprendre les réalités. C'est-à-dire peser les réalités auxquelles un couple ferait face À avant chercher les poux des autres. le mariage et ou après le mariage. Merci. Même si ça va toujours. Voilà. Cette coiffure m'a coûté quand même cher. Donc, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué c'est assez complexe en fait. D'où le thème d'aujourd'hui. Justement, la complexité à gérer un couple. Non, la complexité d'un couple à gérer leur relation avant ou après le mariage. Puis-je poser une question? Oui, oui. Quand tu dis assumer le couple, qu'est-ce que tu entends par assumer? Assumer, c'est parce que simplement, justement, une relation... Excusez-moi. Comme je disais tantôt, une relation se gère entre deux personnes. Entre deux personnes, ce qui signifie que étant seul, on n'est pas en fait emmené à assumer quelque chose. On s'assume soi-même, ce qui est très facile parce qu'on a nos défauts, on a nos qualités. Même si nos défauts, on ne les voit jamais, on ne voit que les qualités. Mais quand on est en couple, ça devient complexe. D'où le thème d'aujourd'hui. Ça devient complexe. Maintenant, il s'avère que même étant en couple, justement, étant en couple avant le mariage, on vit... Mister. Oh, excusez-moi. Il fait les cascades. Futur cascadeur. Sir. Donc, étant en couple, il y a deux phases. Il y a la phase pré-mariage et post-mariage. Pré-marital, on va dire. Et Pré-marital, post-marital. Donc, à ce niveau, c'est assez délicat. Étant en couple, sans être marié, nous sommes emmenés à expérimenter beaucoup de choses. Expérimenter la vie en couple, expérimenter la découverte de l'autre, expérimenter certaines situations étant en couple. Maintenant, une fois marié, mais il y a la loi maintenant qui intervient parce que étant célibataire, étant juste partenaire, simple partenaire, on se fait plus ou moins confiance. On n'est pas engagé sur le plan civil. Il n'y a pas un engagement, il n'y a rien qui nous unit. C'est juste un accord, c'est juste une entente. Donc, on peut se permettre de commettre certains actes ou certaines actions qui ne sont pas justement honnêtes. Ça, en fait, ça fera en sorte qu'on ne soit pas poursuivable, on ne soit pas condamnable par la loi, ni par les parents, c'est-à-dire les beaux-parents, vice-versa. Mais une fois marié, ben, il y a certaines choses qui disparaissent. Donc, on est plus ou moins exposé à la loi
et à tout ce qui va avec. Donc, comment gérer ces choses? Comment justement appréhender ces choses avant le mariage et après le mariage? Comme je disais, prénuptial et postnuptial. Comment gérer ces choses? La complexité apparaît justement à ce niveau. On peut se dire que oui, bon, je suis conscient que avant le mariage, je peux m'aventurer à jouer avec ma conjointe, dire que ouais, je vais faire des trucs et bon, pour moi, ce n'est que qu'une partie comme ça, parce que dans ma tête, j'ai pas d'engagement, donc je décide d'être un don Juan, donc de multiplier mes relations. Je n'ai pas de contraintes. Je ne suis pas appelé à être fidèle ou appelé à me justifier et tout. Donc je peux à tout moment exploser cette relation. Dire que j'installe une mine et ouais, ça crée une dispute. Après, ça explose, nous tous. Nous deux, on se sépare et voilà, en mille morceaux. Ça, c'est libre. Il y en a qui arrivent à... qui vivent comme ça en fait, qui décident d'assumer ces relations-là comme ça. Par contre, une fois on a traversé, c'est-à-dire on est allé rencontrer les beaux-parents, on a payé tout ce qu'il faut, on a fait le mariage de la coutume, le mariage civil et autres. Là, ça devient différent. On est allé à l'église, on a présenté notre union à Dieu. Là, ça devient un peu complexe. Complexe où les engagements maintenant tombent. Et c'est ce qui crée la complexité. Parce qu'à un moment donné, qui pourrait effrayer les gens justement à se marier. Enfin, ce que je pense. Donc, il faut pouvoir gérer. Et une fois, non, je ne vais pas déjà faire la synthèse, je vais te laisser quand même intervenir. Parce que c'était juste, dans un premier temps, montrer la différence de situation. Avant le mariage et après le mariage. Avant le mariage, beaucoup de choses peuvent arriver de telle sorte que les responsables, donc les partenaires, ne soient pas, on va dire ça comment, ne soient pas condamnés ou coincés par quelque chose. Donc ils sont libres de vivre comme dans les films hollywoodiens et se séparer du jour au lendemain. Et ça, c'est... Voilà. Vas-y, on développe. Oui, donc, pour donner mon avis, excusez-nous, hein, on a un petit Thaïlandais qui parle beaucoup, ouais. Donc, pour moi, avant le mariage, en fait, disons que je vais jouer l'avocat du diable et considérer la complexité d'avant le mariage comme la complexité d'après le mariage. Avant le mariage, ce qui serait complexe. Et je vais essayer de rester dans l'optique d'avoir Oui. une relation. Rester dans l'optique d'avoir une relation stable. D'avoir une relation stable, avoir une relation qui fonctionnerait, qui irait jusqu'au bout, c'est-à-dire à vie. Et donc, si c'est ça le but, lorsqu'on est dans la phase prénuptiale, la complexité pour moi serait le fait de poser de bonnes bases qui permettraient que la relation soit stable, soit harmonieuse et aille jusqu'au bout. Et poser de bonnes bases, c'est quelque chose qu'on avait dit dans une vidéo précédente, c'est-à-dire faire le travail personnel qu'il faut avant de se mettre en couple. Donc ça, c'est déjà une partie de la phase prénuptiale, même si on est encore célibataire. Mais pendant cette période célibataire, c'est là qu'il faudrait commencer à mettre en place les mécanismes psychologiques qui sont adéquates pour avoir une bonne relation, un bon mariage. Et ça, c'est un mécanisme qui est assez difficile si on manque de conscience, de connaissance de soi-même. Mais même si on se connaît, ça peut toujours être difficile parce qu'il s'agit de briser des habitudes qui sont devenues seconde nature. Et donc tout ça, c'est dans la phase prénuptiale ça c'est déjà complexe. Et ça, c'est avant de même se mettre en couple. Et même pendant que vous êtes en couple, avant le mariage, vous êtes toujours en train
de vous ménager, de commencer à mettre en pratique dans la relation ce que vous avez commencé à théoriser quand vous étiez encore seul. Donc savoir que vous devrez accepter certaines choses vu que vous êtes avec une personne que vous n'auriez pas accepté avant, quand vous disiez encore que vous n'étiez pas prêt à être en couple. Maintenant il faut mettre ces choses en pratique parce que là vous êtes vraiment avec quelqu'un. Et ça également c'est complexe parce que ça demande de pratiquer le changement d'habitude, de pratiquer de telle sorte que ça devienne seconde nature également, d'être avec quelqu'un. Mais bien sûr, quelqu'un pourrait dire que certaines personnes auront juste une très petite période prénuptiale après ils se mettent en mariage. Et si c'est le cas, ils devront faire ce que je dis là dans le mariage. Genre les mariages où on vous dit tu vas te marier à tel et... Mariage arrangé. Et voilà, merci, les mariages arrangés. Donc là, vous êtes obligé de faire tout ça en une fois. Mais si vous avez le choix et si vous avez le temps, une certaine période, vous devez faire ce travail-là de vous habituer l'un à l'autre. Et ça, c'est assez complexe parce que c'est s'habituer. S'habituer à être avec quelqu'un, s'habituer à créer de bonnes habitudes pour une relation qui devrait durer à vie. Et ça également, bon, ça va dans le même sens de ce que je disais. C'est complexe. Voici des complexités que je peux reconnaître dans la phase prénuptiale. Non seulement ça, mais si on est dans une culture africaine par exemple, ou on va dire des cultures qui sont traditionnelles, donc c'est pas seulement africaine, ça peut aussi être asiatique, sud-américaine, certaines parties de l'Europe et certaines familles en Amérique du Nord. Mais bon, on va prendre des cultures qui sont toujours beaucoup plus traditionnalistes dans leur quotidien. Dans cette phase prénuptiale, il faut également faire tes preuves à ta belle famille quelque part. Montrer que tu es capable d'être la personne qui va s'associer à l'enfant de la famille. Et ça fait partie de la complexité avant le mariage parce que les parents peuvent donner leur accord ou leur désaccord par rapport à cette personne. Et bien sûr, si tu n'es pas dans un mariage arrangé, tu es libre de dire non. Mais dans ce type de culture, la parole de la famille a un certain poids. Et c'est naturel, peu importe la culture, c'est important d'avoir un accord entre la personne que tu amènes dans la famille et ta famille. Bien sûr, si tu as une famille où les gens s'entretuent et des trucs comme ça, c'est pas aussi important parce que la famille est clairement toxique. Mais si tu as une famille qui a au moins un minimum de sanité, de sainteté. Savoir-vivre. Un minimum de savoir-vivre, voilà. Si ta famille a un minimum de savoir-vivre, c'est important que la personne que tu amènes à la famille soit compatible, voilà. Donc, pendant cette période prénuptiale, il y a la phase également où tu dois te faire approuver par la belle famille. Et ça également, c'est quelque chose de complexe, surtout si tu n'as pas la même culture que cette famille, tu dois t'habituer également à leur manière de faire et tout en restant authentique à toi-même, mais en subissant. En subissant, oui, parce que à un certain niveau, tu dois adopter cette humilité et comprendre que là, c'est pas votre vie entre vous deux. Vous pouvez avoir votre vie entre vous deux, mais quand vous êtes avec la famille, il faut s'adapter à la manière de faire de la famille et tout ça. Et ça ne va pas vous tuer. Voilà, c'est pas la fin du monde. Ça va vous épuiser. Là, mais ça ne va pas vous tuer. Et là, je parle à tous les gens qui disent que non, pourquoi je devrais avoir à me sacrifier pour la famille, de machin. Ben, c'est ça la vie, hein. Donc, et c'est ça aussi la réalité de créer une relation stable. Mais maintenant, on rentre dans les complexités de la phase post-nuptiale. Et c'est maintenant le fait que là, de manière globale, on a fait... Oui. Yes. On a pris l'engagement plutôt d'être avec cette personne jusqu'au bout. Et là, je parle seulement aux gens qui acceptent que le mariage est censé être jusqu'au bout et ils sont prêts à aller jusqu'au bout, pas ceux qui se disent que dès que j'ai un problème, c'est le divorce et voilà. Ça explose. Ouais, ça on ne parle pas à ces gens-là. Pardon. Non, j'ai pas fini. Fini. Pour la phase, les complexités de la phase post-nuptiale, de manière globale, c'est l'engagement
strict. Engagement permanent qu'on prend. Et donc maintenant, avec cet engagement permanent, c'est quelque chose qui devrait en fait peser sur nos esprits, nos épaules. Et certaines personnes diront que mais pourquoi avoir ça comme un poids, etc. Parce que ça pèse. Là, là. Mais bon, voilà, c'est un devoir en fait. Le mariage, c'est un devoir. C'est quelque chose que tu fais avec, que tu devrais t'engager avec. Bon, ce serait idéal que tu t'engages avec la personne que tu aimes. Mais si tu choisis de t'engager, le mariage est un devoir. Et donc, tu dois trouver les solutions, tu dois supporter, tu dois subir également spirituellement des attaques. Parce qu'on n'a pas parlé de ça encore. Tu dois subir des attaques le long du mariage, même avant le mariage. Mais quand tu es dans le mariage maintenant, vu qu'il y a vous êtes soudés maintenant, vous avez pris cet engagement, il faut vraiment tenir le coup, tenir bon et grandir spirituellement et grandir psychologiquement. Parce que là, quand vous êtes dans cette soi-disant prison, mais c'est pas une prison, mais vous êtes dans cet engagement, dans cet accord-là, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Les petites habitudes que vous n'aimez pas de l'autre personne, vous devez vous y faire. Donc c'est complexe dans le sens où ça demande beaucoup de grandeur d'esprit. Beaucoup de grandeur d'esprit, beaucoup de sagesse. Mais ça fait grandir également. Et bon, voilà ce que je pense comme étant les complexités de la phase post-nuptiale, donc du mariage. Ok, je suis d'accord, je partage entièrement son point de vue. Et ce qui m'a plus ou moins attiré mon attention, c'est le côté spirituel, effectivement, qu'elle a abordé. Parce que c'est important et il faut vraiment considérer cet aspect-là. Parce que beaucoup de gens se lancent en couple ou dans le mariage sans réellement tenir compte de cet aspect spirituel qui est primordial. Parce que, effectivement, comme elle a dit, quand vous aspirez à vous mettre ensemble, ce qui est sûr, c'est que vous devez réellement prier. Prier pour que les choses aillent pour le mieux. Parce que les combats spirituels que moi j'aurai vont affecter ma conjointe. Donc, c'est réciproque en fait. Comme c'est combats spirituels, je vais devoir les assumer. Donc, c'est important d'abord de mettre cette base spirituelle autour de vous deux avant et après le mariage. Donc, c'est clair. Ce sont des choses qu'on néglige souvent parce qu'on est plus charnel que spirituel pour la plupart. Donc, du coup, on s'est dit non, on va juste rassembler les gens, on va célébrer, on boit, on mange et c'est tout, c'est fini. Mais non, les choses vont au-delà de ça. Il y a des entités qui vivent avec nous, il y a des trucs qui nous influencent. Comme je disais tantôt, c'est une situation assez complexe à gérer, le côté spirituel du couple. Donc ça peut justement créer une complexité dans le couple, dans la relation. Parce que si les parents ne vous disent pas ça, mais vous-même d'abord, le couple, vous devez être conscient de ça, de cette réalité-là, que en décidant de vous mettre ensemble, ben, vous créez une mine assez grande. Parce que je connais des gens qui ont justement annoncé qu'ils allaient se marier à l'église, par exemple. Ils ont annoncé et tout ça, certainement auprès des familles respectives. Mais tenez-vous bien, les semaines qui ont suivi, ces personnes-là ont été réellement persécutées spirituellement. Et le monsieur, c'est-à-dire le futur mari, s'est retrouvé touché spirituellement et physiquement. Donc il est tombé et il s'est retrouvé à l'hôpital, donc hospitalisé. Il avait perdu, on va dire ça comment, l'usage de ses jambes. Donc il était vraiment touché, il était incapable de marcher et il était redevenu comme un nouveau-né. Donc il fallait s'occuper de lui. Et on ne comprenait pas pourquoi. C'était suite à l'annonce justement du mariage. C'est simplement vous dire que ça, c'est juste un des cas. Parce qu'il y a plusieurs cas comme ça qui sont arrivés. Il y en a même qui ont connu la mort pour avoir annoncé leur mariage. Et ils ont connu la mort. Donc c'est assez complexe. La complexité apparaît à tous les niveaux. Aussi, il y a
la période justement post-nuptiale qui est un peu dangereuse parce que il y a les hommes comme les femmes qui décident justement de montrer leur vrai visage après le mariage parce qu'ils se disaient que ouais, je serai un agneau, je serai douce, je serai machin, parce que la personne a un but précis. Un but précis. Une fois la bague au doigt, ben là, on se lâche. Et souvent, on regrette que celle que j'ai épousée, c'était pas celle-là. Celui que j'ai épousé, il n'était pas comme ça. Il passe des heures dehors avec ses amis, il vient à peine juste pour manger, dormir, il retourne. Et voilà, donc, l'ambiance meurt. L'harmonie meurt, l'amour qu'on avait, celui ou celle qu'on avait cru épouser, ben, se transforme en un véritable monstre. Et à ce niveau, il ne reste que nos yeux pour pleurer. Et souvent, c'est dommage, quoi. Ça fait mal, mais c'est une réalité. Donc, c'est vraiment complexe d'être ensemble. Oui? Si je pourrais ajouter quelque chose. Bien sûr. Là, le goût des cheveux. Ça m'a coûté cher, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah là, donc, par rapport à ce que tu disais sur le fait de l'aspect de la complicité ou qui relève des gens qui jouent en double jeu, qui montrent leur vrai visage après. Ouais. Ben, je reviens encore sur quelque chose qu'on s'était dit à une vidéo précédente. Je lui disais que moi, je n'étais pas d'accord avec cette idée que... Bon, Malheureusement, c'est le cas. Vas-y. bon, pas que je ne suis pas d'accord qu'il y a des gens qui changent de visage, mais plutôt que moi je dis que c'est possible de voir le vrai visage de la personne, Oui, oui. de voir des signes du vrai visage de la personne, même Oui. avant qu'il ne fasse tomber le masque. Et donc justement, je vais juste ajouter cela par rapport C'est à... complexe, ça rentre dans la Voilà. complexité. Ça rentre dans la complexité de la phase prénuptiale. Parce que lors de la phase prénuptiale, avant l'engagement à vie, c'est là qu'il faudrait absolument avoir du discernement sur la personne avec qui on compte Passer le s'engager. reste de sa vie. Passer le reste de sa vie. Donc, il faut être capable de bien voir, de bien lire. Et pour avoir cette lecture-là, cette capacité de ce discernement, il faut avoir un discernement de manière générale, qui ne concerne pas uniquement cette personne, mais juste dans la vie. Il faut savoir être le genre de personne qui peut reconnaître quand quelqu'un me prend pour une idiote ou un idiot, quelqu'un Voilà, il faut avoir ce truc-là. Et c'est quelque chose qu'il faut développer absolument. On développe ça où? Comment? On Une école pour ça? La vie. L'école, c'est la vie. L'école, c'est faire attention à tout ce qu'on vit, voir les conséquences, voir comment nous, on a contribué à ce qui s'est passé, voir ce qu'on n'a pas lu de l'autre personne. Parce que le discernement, si je peux l'expliquer comme ça, le discernement vient en fonction de ce que nous, on peut faire, pas ce que l'autre personne nous fait nécessairement. Je sais pas si ça... Lol. Mais tu développes du discernement en tenant compte de tes propres contributions à tout ce que tu as vécu. Tu dois prendre note des différentes circonstances de tout ce que tu as vécu. Après, tu regardes comment moi j'ai agi, qu'est-ce que j'ai raté. Et après, tu dois mémoriser ces choses. C'est pas quelque chose que tu devrais juste noter. Après, tu passes à autre chose. Tu dois intégrer ce que tu reconnais à chaque étape de ta vie. Au fur et à mesure, tu vas reconnaître les motifs. Parce que tu as déjà vu que, ok, quand cette personne me regarde avec un sourire comme ça, mais ses yeux vont à droite ou à gauche, à chaque fois que je subis ce genre de truc avec ces personnes, je sais que cette personne me ment. Ou quelques temps plus tard, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oh. C'est de lire les circonstances. Lire entre les lignes. Lire entre les lignes. Read between the lines. Et prendre note de chaque facteur d'une circonstance. C'était qui? C'était quoi ma relation avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Où est-ce qu'on était? Quand est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que j'ai réagi? Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Faire La police. Faire la police sur soi-même. Et ce que je dis là en fait, faire la police sur sa propre vie, investiguer sa propre vie et ses propres réactions. Moi, je dirais par contre le contraire. Je dirais que, enfin,
sans t'interrompre, tout Mais en en m'interrompant. t'interrompant. Justement, je dirais que c'est important de chercher à connaître le cœur de la personne. Il ne suffit pas juste de parler à la personne. Il suffit aussi de voir les alentours, enfin l'entourage de la personne. Se renseigner, poser des questions ou avoir des informations. On pourrait te parler de la Mais personne. si tu me permets de t'interrompre. Vas-y. Lol. Donc justement, ce que tu dis là, ça rentre dans ce que moi je disais quand je disais toutes les circonstances de la situation, qui est la personne qui était en face de moi. Ça, c'est dedans. Parce que dans ces circonstances, c'est la personne et toi également. C'est pas seulement l'autre personne, c'est toi aussi. Parce que si tu te focalises uniquement sur toi, tu ne vois pas qui est devant toi. Et si tu te focalises uniquement sur l'autre personne, tu ne vois pas comment toi tu agis. Ça, c'est quand tu sais qui tu es. Tu sais, en fait, le sentiment, il est là. Il n'y a que toi seul qui sais exactement l'engagement que tu as. Ça veut dire le sentiment que tu as au fond de toi, il n'y a que toi seul qui sais. Si tu es réel ou si tu es fausse. Si tu es fausse, ben, tu devras jouer le jeu ou la carte de celui qui ne veut pas se faire découvrir. Et l'autre, tu ne sais pas si lui, il est sincère ou il n'est pas. Donc, je me dis qu'une fois, tu sais réellement que tu es sincère, tu n'as plus d'autocritique à te faire, d'auto-analyse à te faire. Ben non. Voilà. Non, je dis non justement. Oui, tu vas devoir chercher celui, avoir des informations sur celui en face. Mais le truc, c'est que c'est pas juste parce que toi, tu sais que tu es sincère, que tu as fini ton travail interne. C'est pas fini, non. Est-ce qu'on continue où le prochain Mais chapitre, c'est pas parce que moi je sais que je suis sincère que ça veut dire que je connais tous mes angles morts par rapport à moi-même. C'est-à-dire que je ne vois pas ce qui vient. C'est pas parce que tu sais que tu es sincère que tu es parfait. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours été sincère quand j'étais plus jeune. J'étais sincère. Mais les trucs ne se passaient pas toujours bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des trucs que j'échappais par rapport à moi-même. Et quoi? Je ne vais pas rentrer dans ces détails là tout de suite. Mais non, parce que c'est personnel. C'est personnel. Oui, c'est personnel et c'est pas quelque chose que j'ai envie de Mais révéler. là, il faut détailler pour que les gens comprennent. Ça veut dire que si tu as ressenti Ok, d'accord. Ok, je vais dire. Ok, un exemple simple. Quand tu es... Bon, peu importe, hein. En fait, j'allais dire quand tu es jeune, mais tu peux ne pas être Tout jeune. le monde est jeune. Tout le monde commence par là. Oui, mais tu peux ne pas être jeune et avoir ce que je vais décrire, tout placer. Donc, tu te mets avec quelqu'un, tu penses que la personne... Même pas que tu te mets avec quelqu'un. Tu as un moment... Un moment avec cette personne et tu penses que ça veut dire c'est une relation. Mais la personne n'a pas une relation en vue avec toi. Mais tu étais sincère. Toi, tu étais sincère. Tu n'as pas investigué dans la vie de la personne. Mais c'est pas juste la vie de la personne. Continue. C'est moi-même également. Continue. Parce que qu'est-ce qui m'a manqué pour ne pas voir que la personne là n'avait aucune intention avec moi? M'a manqué. Le manque de vigilance, le manque de discernement. Mais tout ça, c'est par rapport à moi-même, non? Mais c'est par rapport à moi-même. Si j'avais eu cette vigilance, je verrais ça, j'aurais vu ça. Mais si tu je n'aurais n'ai pas vu ça. Bon, tu aurais vu ça. Mais justement, c'est ça. Je n'ai pas vu ça. Donc, je dois travailler sur moi-même et en même temps voir. Je travaille sur moi-même et ce travail sur moi-même va me permettre d'être plus apte à agir par rapport à l'autre personne. C'est là où je voulais en venir. Mais donc, tu ne me contredis pas parce que si c'est là où tu vas en venir, c'est ce que moi je dis. C'est un travail d'où tu te regardes toi-même et tu regardes l'autre personne. Parce que tu vis avec d'autres personnes. Terre à terre, si tu as été bête, idiote dans une première relation, tu dois chercher qu'est-ce qui m'a échappé. Ah, j'ai été bête à ce niveau parce que, ouais, j'ai cru que... Ah, en fait, tu réalises ce que tu as, ce qui t'a échappé. J'ai déjà dit ça. Hein. Ce que j'ai dit, je comprends ce que je suis en train de venir. Parce que la compréhension, il faut bien expliquer aux gens. Parce que toi, tu peux expliquer quelque chose en disant oui, tout le monde comprend facilement. Non. Fais comprendre aux gens que vous avez été bête à un moment donné de votre vie. Vous avez été bête. Donc du coup, vous avez été bête. L'autre, justement parce que vous avez été stupide, vous n'avez pas eu le temps de savoir ce qui vous aurait échappé. De savoir que, au fait, j'aurais dû marcher comme ça. J'aurais dû entreprendre comme ça. J'aurais dû aller acheter le pain ou le type ou la go achète aussi le pain pour voir un peu comment. Donc c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire avoir les informations, avoir la conduite à tenir pour soi qui nous permet justement de rebondir vers l'autre. Et à partir de là, créer un pont. Ouais. Quand vous créez ce pont là, sur le pont, vous voyez les fissures à un niveau, vous sentez que non là il n'y a pas le ciment.
si je passe là, le pont peut s'effondrer et tout. Ouais. Si vous voyez le pont inachevé, il n'atteint pas l'autre côté. Donc le cœur de l'autre là-bas, non, on sentait que là, c'est pas bon. Après, bon, si réellement il passe, le pont, je veux dire, il passe, il est cimenté, il est solide et tout, machin, vous sentez que là, c'est bon, vous avez fait tout le tour. Ben là, les deux cœurs se retrouvent quelque part sur le pont. Et Ouais. Ouais, c'est une bonne analogie. Ouais. Donc je pense que vous avez compris ça. J'espère. En tout cas, voilà. Donc tout ça, c'était pour revenir au fait que ça, c'est une complexité qui est dans la phase prénuptiale. Et c'est une complexité qui est primordiale. Parce que si tu rates ça, ouais. ben tu rates ta vie. Ouais. Désolée. Donc faites attention. Faites attention. Priez beaucoup. Confiez vos sentiments à celui qui nous donne tout, afin qu'il puisse toujours nous donner la personne idéale, on va dire ça comme ça, la personne conçue pour nous, la personne qui serait en mesure de nous conduire jusqu'à la gare. Ok. Sur ce, ben, je pense qu'on a fait le tour. Moi aussi, je pense qu'on a fait le tour. Donc, et bon, est-ce qu'on peut donner une réponse définitive? Quelle est la partie la plus complexe d'une relation, avant ou après? Ben, je ne sais pas si une est plus, plus complexe que l'autre. Hein. Ouais, tout est complexe. Mais tout part quand même parce qu'il y a un début à tout. Ouais. Donc il faut réussir le début. La base, c'est le début. Ouais. Si vous avez raté le début, ben le pont, il va s'effondrer, il va exploser là-dessus. Ouais. Et vous le pont va exploser. Ouais, donc merci beaucoup d'avoir désamorcé cette bombe avec nous aujourd'hui. Et nous espérons justement que ça permettra à ce que vous puissiez échapper à d'autres explosions. Vivement la prochaine. Please like. Subscribe, share, abonnez-vous, et afin de ne pas justement échapper, enfin, afin de vous épargner de potentielles explosions chez vous. Dites-nous vos commentaires, partagez, et voilà quoi. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite, les Faites circonstances des bombes, faites signe. Hasta la vista, baby. XO Gossip Girl. C'est bien.